Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant match Paris Saint-Germain, FC Barcelone les amis. Ça y est, enfin, c'est la semaine de la Ligue des Champions. J'attends ce match-là les amis depuis les tirages au sort, hein. Alors j'avais fait une vidéo sur les tirages des quarts de finale de la Ligue des Champions où je disais que voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des quarts de finale aussi équilibrés. Tu as Manchester City, Real Madrid, tu as Bayern, Arsenal, tu as Borussia Dortmund, Atlético de Madrid. Et surtout, le match le plus important pour moi dans cette journée de Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain qui va affronter le FC Barcelone. Alors, Paris Saint-Germain, les amis, mine de rien, je pense que autant qu'on peut dire Real Madrid c'est l'ennemi juré du Barça en Espagne, en tout cas le plus grand rival du Barça, je dirais même toute compétition confondue. Vous savez, vous connaissez l'histoire du Real Madrid, meilleur club d'Europe avec 14 Ligues des Champions, Barcelone, la rivalité, tout ça. Mais j'ai envie de dire aussi, si je devais classer les trois équipes qui, qui sont les ennemis jurés du Barça, je pense que Paris va être deuxième ou troisième. Je mettrais un peu le Bayern de Munich, hein, avec leur fameux 8-2, tout ça, même si on s'était vengé en 2015 avec le crochet de Messi sur Boateng, tout ça, des victoires aller-retour. Mais le Paris Saint-Germain, ils en font partie. D'abord, comment dire, au début, Paris, c'était une équipe facile à gagner. Vous vous souvenez l'époque avec Iniesta, Busquets, Messi, Xavi, etc., Luis Suarez, Neymar, Messi. Donc, on avait l'habitude d'aller gagner le Paris Saint-Germain, que ça soit chez eux. Il y a eu la remontada au moment où ils y ont cru le plus parce que gagner à domicile 4-0 dans un match où ils ont énormément dominé le Barça avec un excellent match de Di Maria. On s'attendait vraiment, moi-même je ne voyais pas vraiment le Barça se qualifier. Mais malheureusement pour eux, heureusement pour nous, Barça a su se qualifier 6-1 au match retour avec un un excellent but de Sergio Roberto en fin de match avec un grand Neymar, etc. Mais à partir de là, les choses ont changé. Paris nous a piqué Neymar, qui était censé être le joueur le plus important, hein. Après Messi, tout ça, c'était clairement Neymar. Je dirais même pas Suarez. Suarez, s'il y avait une hiérarchie, moi, c'était Messi en premier, Neymar en deuxième. Même si Suarez avait, c'était vraiment pas le joueur qui était en compétition avec qui que ce soit. On comptait sur lui dans les grands matchs également. Et donc, Paris qui a pris Neymar, qui a mis l'argent sur la table pour forcer la main au Barça, pour vendre Neymar. À partir de là, tout a changé, hein. Tout a changé parce que vous connaissez la suite, des dépenses inutiles, des achats de Coutinho, des Griezmann, des Dembélé, tout ça, qui n'ont jamais su être à la hauteur de ce grand Barça-là. Du coup, tu as été obligé de vendre Messi, de laisser partir Messi, et Messi est allé où? Au Paris Saint-Germain, gratuitement également. Ensuite, cette saison, en début de saison, tu t'attendais à faire une équipe encore plus compétitive que ça après la saison que tu as eue l'année dernière, après avoir gagné la Liga de cette manière-là, meilleure défense, etc. Eh bien, ils ont explosé les records encore une fois. Ils nous ont pris Dembélé et on sent un peu qu'ils ont encore une fois forcé la main au Barça. C'est ce qui a donné tout ce qui a donné en début de saison. Un Xavi qui galère, qui avait déjà un plan bien précis, des joueurs que tu voulais avoir, que tu n'as pas pu avoir parce qu'il y a eu un chamboulement, tout ça, problème d'argent, etc. Et en parlant de ces joueurs-là qu'ils ont pris, je pense qu'il y a comment il s'appelle, il y avait un Rafinha, le Brésilien qui est parti. Ils ont pris un nouveau gardien du Barça, je pense que c'est Arnaud Tena si je me rappelle bien, donc etc. T'as l'impression qu'ils aiment ça, faire le shopping du côté du Barça, même si on peut se dire que bon, Paris a l'argent, Barça n'a pas d'argent. On se demande bien,
Est-ce que si le Barça avait été à la place de Paris, est-ce qu'ils n'auraient pas fait la même chose? Mais la réalité, c'est que c'est Paris Saint-Germain qui l'a fait. Donc, c'est Paris c'est Paris le dangereux, si je peux dire comme ça. Et surtout, en parlant de tout ça, n'oubliez pas le passage de Messi. Messi qui s'est fait huer au Parc des Princes, Messi qui a été insulté en tant que fan du Barça, tout ça, tu te dis, c'est pas normal, t'en veux quand même à ton équipe, mais t'en veux quand même au Paris Saint-Germain, au coach, tout ça. Alors cette saison, c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui est complètement différente. Neymar s'est fait expulser. Messi, j'en doute moins parce que j'avais vraiment l'impression qu'il voulait quand même garder Messi, même si c'était pas au titre de meilleur joueur du monde à l'époque, mais il voulait garder Messi. Verratti est parti. T'as Marquinhos qui est plus du tout le même, qui a pas du tout le même rôle dans cette équipe du Paris Saint-Germain là. Et ne pas oublier, avec tous les nouveaux joueurs qui sont venus, la première chose, c'est Luis Enrique. C'est lui le coach présentement. T'as des Dembélé, des Colomwani, des Gonzalo Ramos, des Skriniar, des Beraldo, des Lucas Hernandez, des Ugarte, etc. Bref, c'est vraiment une toute nouvelle équipe de Paris Saint-Germain. Alors, en ce moment, on est habitué. En France, tu as l'impression que les gens ils ne sont jamais contents. En tout cas, ils n'ont jamais complètement confiance dans le projet du Paris Saint-Germain. Même si on peut les comprendre, hein, parce qu'ils les ont vendus du rêve au début. Une équipe bling-bling des Ibrahimovic, etc. Mais cette année, tu as l'impression que la donne a changé. Ils essaient de créer une équipe compétitive plus ou moins sur le long terme. Donc, inutile de vous dire que pour eux, demain, mercredi, ce match-là va être extrêmement important. Pour ce qui nous concerne, nous, le Barça, après tout ce préambule-là que je vous ai fait sur le contexte de ce match-là, parce qu'il faut quand même le dire, ce qui va se passer mercredi, ça va se passer sur le terrain, certes, mais derrière, il y a toute une histoire derrière, il y a toute une idée de revanche aussi du côté du Barça. J'allais oublier le match de 2021, Kylian Mbappé est venu au Camp Nou, il a mis un triplé. Excellent match. Ensuite, au match retour, même si Messi avait claqué un excellent but, mais quand même, on a ce petit goût amer là. Hein. Au moment où l'équipe n'allait pas bien, non seulement ils ont pioché nos meilleurs joueurs, et en plus, ils ne sont pas fait prier à venir nous taper chez nous et se qualifier pour les quarts de finale. Donc, je parlais du Barça. En ce moment, tu as un Barça, je dirais, équilibré, franchement, malgré les blessés. Des Frenkie, des Pedri, des Baldé, des Gavi, etc., etc. Mais faut quand même le souligner, ça fait plus ou moins 9 à 10 ou ne pas même dire 11 matchs que le Barça n'a pas perdu. Barça reste sur une série de 5 à 6 matchs où ils ont encaissé qu'un seul but. Le seul but, je pense que ça a été le but encaissé contre le Napoli. Bon, il y a cette histoire de carton là qui vraiment ne me plaît pas beaucoup. Je pense vraiment qu'il va falloir que l'UEFA fasse quelque chose là-dessus, parce que là demain tu dis mercredi Aouo, s'il prend un carton, il peut être suspendu pour le match retour. Et dans un match où tu vas affronter Mbappé et Dembélé, tu te demandes vraiment comment le joueur il doit se mettre. T'as Frenkie, on ne sait pas encore s'il va être titulaire, même si je sens un peu qu'il va être titulaire parce que ça fait quand même presque un mois maintenant. Il s'était blessé contre l'Athletic Bilbao. Il y a eu énormément de matchs et en plus c'était une entorse à la cheville. Normalement, ces trucs-là, au bout de 3-4 semaines, tu es censé être remis. Frenkie, c'est pas un gars fragile physiquement, donc je m'attends à ce qu'il soit apte à jouer. Alors, on va voir avec Xavi, est-ce qu'il va le titulariser ou pas. Mais dans un match aussi important où tu as besoin d'un équilibre au milieu de terrain, je pense vraiment que si Frenkie il est dispo, il va jouer. Donc, lui aussi, il peut prendre un carton. Et s'il prend un carton, il paraît aussi qu'il ne pourra pas jouer
Le match retour, t'as Joao Félix, bon ça c'est moins compliqué que ça, déjà parce que je pense pas qu'il va commencer, mais en plus, c'est un joueur offensif, donc t'as de quoi t'arranger, t'as Lamine Yamal aussi, donc lui c'est plus un provocateur, donc le risque c'est peut-être s'il parle beaucoup trop, peut-être qu'il peut prendre des cartons, etc. Donc tous ces joueurs-là importants, c'est des choses qui peut vraiment te plomber l'ambiance pour aller affronter ce PSG là au Parc des Princes. Donc, t'as Ter Stegen qui est revenu et depuis qu'il est revenu, faut le dire aussi, autant je peux dire que depuis que Xavi a titularisé Koubarsi, donc la défense est redevenue solide, mais faut pas non plus oublier de souligner le retour de Ter Stegen. Il t'amène vraiment cette assurance-là dans les buts, des parades au moment où tu en avais besoin. Donc voilà, et t'as Lewandowski aussi qui recommence à marquer des buts. Match aller-retour à huitième de finale contre Naples, il a marqué dans les deux matchs. Il est beaucoup plus cohérent dans le jeu, dans ses déplacements, sa combinaison avec ses coéquipiers. T'as Gundogan qui joue bien. T'as Cancelo et Rafinha sur le côté gauche qui commence à vraiment comprendre ce que veut Xavi, dans quel rôle il a besoin de lui et il le fait très bien ces derniers temps. Lamine Yamal également, j'en parle, je pense pas que j'ai besoin de parler de ça. C'est le meilleur joueur du Barça depuis ces derniers mois. Oui, certes, il y a des matchs où il n'est pas très en forme, mais voilà, on sait que s'il va y avoir un coup de génie, ça va venir du côté de Lamine Yamal. Alors, autant je peux vous dire que ce match-là, moi je pense que c'est à la fin, je vais arrêter de stresser. Hein. Moi, je vous parle en ce moment, je vous parle en ce moment, je suis stressé parce que c'est vraiment un match que je peux pas vraiment pronostiquer. Mais au moment où le tirage a eu lieu et à aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus confiant aujourd'hui parce que ce que j'ai vu que le Barça a proposé ces derniers temps, vraiment, ça me rassure beaucoup. Tu sens que les gars ont vraiment relâché la pression. Il y a Koundé qui commence à vraiment reprendre la forme et surtout qui vraiment commence à accepter son rôle de latéral droit dans cette équipe-là. D'ailleurs, il en a travaillé, il a essayé différentes méthodes dans les entraînements. Beaucoup de journalistes en ont parlé. Donc la défense recommence à être un peu solide, même si c'est à ce moment-là, c'est le match où on va voir qu'est-ce que vaut cette défense qui est beaucoup plus rassurant depuis ces derniers temps. Koubarsi, ça va être le match phare encore une fois. Il nous a fait un excellent match contre Naples à l'aller au retour, 17 ans. Mais là, vraiment, quand tu vas affronter des Dembélé, des Mbappé, etc., possibilité d'avoir des Kolo Muani, des Gonzalo Ramos, et là, je me dis, ça va être super compliqué. Donc, ce sera aussi le moment qui pourra te dire que voilà, oui, ça n'a pas été bon en début de saison, mais il y avait le contexte des départs, des joueurs que Xavi voulait qu'il n'a pas eu. Donc, s'il arrive à faire de quoi avec ce qu'il a, à se qualifier contre cette équipe du Paris Saint-Germain là. Donc inutile de vous dire que les gars vont vraiment reconsidérer leur offre et ils vont vraiment essayer d'aller lui faire changer d'avis, même si moi je pense que peu importe ce qui se passe, selon moi Xavi devrait rester. J'en ferai une vidéo pour vous en parler beaucoup plus en détail parce que j'ai énormément d'arguments qui va vous faire comprendre mon point de vue. Du côté du Paris Saint-Germain également, c'est pareil. Tu as un Mbappé qui est censé partir. Rien de concret, mais la destination, ça devrait être au Real Madrid. Mbappé qui voulait écrire son histoire avec le Paris Saint-Germain en France, etc. Il l'a fait en France, mais s'il y a une chose qu'il n'a pas fait encore, c'est de réussir à gagner une Ligue des Champions avec cette équipe-là. Moi, je pense que là, s'il arrive à battre le Barça et ensuite aller jouer contre l'Atlético ou Dortmund et aller en finale, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'est vraiment un match avec énormément d'enjeux. C'est un match où Mbappé peut
prendre son ballon d'or, hein, à le retour, le Barça, peu importe comment est le Barça, si tu arrives à faire des grands matchs contre eux, inutile de vous dire, et surtout en quart de finale de Ligue des Champions, c'est quelque chose qui va énormément compter. Donc, beaucoup d'enjeux dans ce match, beaucoup d'attentes, beaucoup d'incertitudes, peut-être des suspensions à venir. Côté Paris Saint-Germain, il n'y aura pas Hakimi. Hakimi qui n'est pas là encore une fois pour cumul de cartons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire à Paris Saint-Germain parce qu'il n'y a pas Mukiele. Il paraît qu'il s'était blessé la dernière fois contre Clermont. Donc, je me dis, voilà. Et si je veux encore parler plus maintenant, cette fois-ci, sur le terrain, comment ça devrait se passer, je pense vraiment que ça va être super compliqué pour le Barça contre ce Paris Saint-Germain-là à domicile mercredi prochain. Je pense que Paris va pousser jusqu'au bout. Il va falloir être solide, il va falloir ne pas flancher. À ce moment-là, on va compter sur des gars comme Gundogan, comme Frenkie s'il est titulaire. C'est pour ça que je pense que Frenkie, vraiment, je pense que moi je dirais à 85 à 90%, il va être titulaire parce que tu auras vraiment besoin d'un contrôle au milieu de terrain qui va te permettre de gérer ton équipe, leur temps fort, etc. Parce que Paris, c'est une équipe qui part vite, c'est une équipe qui part en transition très rapidement avec des Dembélé, des Mbappé, tout ça. Vitinha, Zaïre Emery, Fabian Ruiz, tout ça. Oui, c'est un milieu de terrain qui joue bien, mais quand tu regardes le milieu de terrain du Barça, je pense qu'on peut très bien les aspirer balle au pied. Même si Luis Enrique joue un autre pion, parfois il fait rentrer Dembélé au milieu de terrain, ce qui amène la supériorité. Il avait fait contre la Real Sociedad, donc je me dis un Dembélé au milieu de terrain contre le Barça, qu'est-ce que ça pourrait donner exactement? Plus, je pense qu'il pourrait être beaucoup plus dangereux sur le côté, mais peut-être avec un Barcola, etc. On ne sait pas ce que ça peut donner. Et il faudra aussi voir en fonction du 11 de départ de Luis Enrique parce que il y a Gonzalo Ramos qui joue très bien ces derniers temps. Est-ce qu'il va jouer avec lui? Même si j'ai l'impression que Luis Enrique, lui, les vrais neufs, tout ça, c'est vraiment pas son truc. Lui, il a besoin de joueurs qui soient polyvalents, qui soient capables de jouer à gauche, à droite, partout, et etc. Donc, va falloir être solide défensivement. Le duel Mbappé-Koundé, c'est le moment de voir vraiment qu'est-ce qui va se passer. Et surtout, j'ai peur que Xavi décide encore une fois de faire la même chose qu'elle a l'habitude de faire contre le Real Madrid, à savoir changer Koundé et Araujo de place. Ce qui sera vraiment pas profitable à Koundé, surtout dans la forme où il est actuellement. Et aussi surtout que Mbappé ces derniers temps, il n'est pas vraiment très axé sur le côté. Il part du côté gauche, mais c'est vraiment dans le même rôle de Vinicius au Real Madrid qui joue dans ce système en 4-4-2 ou en 4-3-3 au Paris Saint-Germain. Donc un Araujo qui est qui a un carton jaune, donc s'il prend un autre carton, il va être suspendu. Vraiment, ça va être un match qui va avoir énormément de pression. Je pense que du début jusqu'à la fin du match aller, jusqu'à la fin du match retour, ça va être très très lourd en émotion. J'espère que vous êtes prêts les amis parce que voilà. L'autre match les amis, c'est Real Madrid Manchester City. Alors je pouvais pas terminer cette vidéo sans en parler, même si je pourrais pas en parler énormément comme je viens d'en parler, du match Paris Saint-Germain Barcelone. Dès demain, Real Madrid va recevoir Manchester City. Manchester City, Real Madrid ces derniers temps, c'est devenu presque un classique. Je me souviens pendant la Covid, tout ça, il y avait Manchester City à Real Madrid. Est-ce que c'était en huitième de finale? 2-1 à l'aller, 2-1 au retour. Après, Real Madrid s'est qualifié sur City.
Ensuite, City s'est qualifié sur le Real Madrid et chacun, après leur qualification, sont allés remporter la Ligue des Champions. Et maintenant, ils vont se jouer en quart de finale. C'était plus ou moins un match que beaucoup de gens attendaient en finale. Je pense que moi le premier, parce que, mine de rien, je m'attendais pas à voir le Barça à ce niveau-là de la compétition. T'as un Bayern qui est pas en forme. T'as un Arsenal, oui. Arsenal, c'est vraiment l'une des meilleures équipes en ce moment en Europe, mais quand on a vu leur parcours en Ligue des Champions ces derniers temps, c'est pas vraiment une équipe qui fait rêver, et surtout leur dernière confrontation contre le FC Porto, tout ça. Mais tu as un Atlético de Madrid, etc. Donc les deux meilleures équipes en Ligue des Champions, dès le début, dès les phases de groupe, on voulait tous voir un City Real Madrid. Dommage, c'est en quart de finale. Maintenant, il va falloir il va avoir un qui va se faire éliminer. Est-ce que ça sera le Real? Est-ce que ça sera Manchester City? C'est la grande question. Je disais tout à l'heure que les problèmes de carton, tout ça, va falloir qu'ils arrangent ça dans des matchs à haute intensité comme ça. Tu peux pas demander à tes joueurs de se donner à 50%. C'est impossible parce que il y a de la qualité en face. Quand tu vas sur une action, si tu hésites à tacler pour pas prendre de carton, du coup, ça te limite dans tes gestes. Peut-être que si tu avais taclé, tu aurais pris la balle. Du coup, tu l'as pas fait. Le gars a eu le temps de te prendre de vitesse. Ça peut mener à une action de but contre ton équipe. Donc, vraiment, ça va poser problème parce que tout comme le Barça, Real aussi risque d'avoir des suspensions et c'est des joueurs extrêmement importants. T'as Vinicius, t'as Bellingham, t'as Tchouaméni, t'as Camavinga. Camavinga, un peu moins parce que je pense pas qu'il va être titulaire, mais Camavinga, c'est vraiment le couteau suisse. C'est le gars qui peut jouer partout. Tu peux pas te permettre de ne pas avoir un Camavinga dans ton équipe. Donc, j'ai entendu dire qu'il paraît que Tchouaméni pourrait jouer en défense centrale à la place de Nacho. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, dans l'absence de Nacho parfois aussi, Tchouaméni et Rudiger, ils se sont un peu développés un genre de complémentarité en défense centrale. Mais je me dis, ça c'est des solutions quand tes joueurs ne sont pas là. On parle quand même de Nacho. Nacho, c'est un gars, même si c'est pas un titulaire indiscutable dans cette équipe-là, lui, il a toujours été présent dans les grands matchs. Quand on avait besoin de lui, il était là. Et dans des grands matchs de Ligue des Champions, il est toujours au top. Au Bernabéu, tout ça, demain, je pense que c'est vraiment le match où tu peux pas te permettre de ne pas le mettre jouer. Oui, il y a des matchs parfois, c'est pas son match, donc tu es obligé de le faire sortir. Je pense que ça a été le cas. Est-ce que c'était contre Leipzig ou un truc comme ça, où il était vraiment pas bon, et Ancelotti l'avait fait sortir à la mi-temps. Là, on peut se dire que on peut dire c'est pareil, mais contre City, tu as besoin d'avoir des vrais défenseurs de métier. Donc, si tu as Nacho, il faut qu'il joue. Militao vient de revenir, donc je pense pas qu'il va jouer. Et surtout aussi, si tu fais jouer Tchouaméni en défense, donc tu vas mettre qui à côté de Kroos, compte tenu du fait que Camavinga, c'est vraiment pas un vrai numéro 6. Est-ce que tu vas mettre Valverde et Toni Kroos en 6? Du coup, tu vas mettre Bellingham et Camavinga beaucoup plus haut. Du coup, ça te limite un peu dans ton équipe parce que c'est pas ça le plan de base du Real Madrid. Le rôle de Valverde sur ce côté droit, c'est extrêmement important pour apporter le surnombre. Quand Rodrigo y rentre en position de pointe, il y a un Valverde qui vient sur le côté, amener le pressing quand il faut défendre, faire les allers-retours qu'il faut pour revenir aider les milieux de terrain et surtout ses combinaisons avec Carvajal, il fait des centres dans la surface de réparation qui te permet d'avoir un Bellingham, tout ça. Donc ça aussi, il faut prendre en compte. Si tu déstabilises ton équipe, ça peut te poser problème compte tenu du fait que en face, c'est quand même Manchester City. Alors, Manchester City, c'est clairement pas la même équipe que l'année dernière. Alors, je dis pas ça dans un sens péjoratif, ça reste Manchester City. Mais le départ de Gundogan, ça a énormément changé les choses.
Mahrez, même s'il n'était pas vraiment titulaire l'année dernière, mais je pense que cette année, il aurait eu un rôle beaucoup plus important. T'as un Erling Haaland, qui est pas vraiment le joueur qu'il a été l'année dernière. D'ailleurs, il enchaîne. Est-ce que je peux dire des mauvaises performances? Parce que un joueur comme Haaland, c'est vraiment c'est vraiment ses qualités de buteur qui l'ont mis en avant. C'était pas vraiment son jeu, c'est sa technique, tout ça. Donc, vu qu'il marque pas énormément de buts, tu te dis que Haaland n'est pas très excellent. Et surtout, la saison dernière en Ligue des Champions, Haaland, dans les grands matchs, il n'a pas vraiment été en forme. Hein. Donc, ça sera le moment pour lui, demain au Bernabeu, d'avoir un duel avec Nacho Rudiger. Pourquoi pas pour marquer son but. De Bruyne, qui était blessé pendant tout le début de la saison, il est revenu en forme. Week-end dernier, il a fait un excellent match. Donc, tu as Doku qui est venu maintenant. Du coup, tu as un Grealish qui a plus le même rôle qu'il avait dans cette équipe-là. Même si j'ai l'impression maintenant, il recommence à revenir. Mais avec un Doku... on ne sait pas ce que Guardiola il va choisir d'utiliser. T'as Foden maintenant qui a un nouveau rôle dans cette équipe-là. Des nouveaux joueurs comme Kovacic, etc. Alors, il n'y aura pas pour Kyle Walker, qui va quand même être un problème pour Manchester City, parce que Walker à droite, c'est vraiment le gars qu'il fallait. Pas seulement dans un contexte pour bloquer Vinicius, même si ça va être important, mais Walker a cette faculté-là d'être vraiment un rock, être capable de, quand tu défends à 3, d'avoir un Walker sur le côté droit, c'est excellent. Et il est capable aussi de passer en position de latéral droit, comme un pur latéral droit, pour faire le travail qu'il faut. Bernardo Silva, c'est vraiment pas non plus sa meilleure saison, mais dans cet effectif-là, quand des grandes soirées comme ça, il est tout le temps excellent. Donc, demain, je pense que Real a l'obligation de gagner City s'ils veulent éviter ce qui s'est passé la saison dernière. Il faut le dire aussi, Real a besoin de se venger. Je pense qu'il y a une équipe qui a besoin de gagner ce match-là, c'est plus le Real que Manchester City, surtout le match aller. Parce que City a déjà gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Bien sûr qu'ils en ont envie encore une fois. Et ce sera un autre exploit d'arriver de battre le Real Madrid. Mais dans ce contexte-là, c'est Real qui a plus besoin d'aller prouver que Manchester City. Donc, tu dis retour à l'Etihad, il faut vraiment avoir gagné au moins 2 buts de différence. Pourquoi pas aller serein. Ça sera un match important, ça sera un grand match, le genre de match que Real Madrid adore. Jouer contre une équipe comme City, qui est une équipe qui va monopoliser le ballon, qui va te faire souffrir sur le terrain, et une équipe aussi que tu seras capable de prendre en compte, parce que la défense de City cette saison, c'est quand même faibli. Diaz, s'il prend un carton, peut-être, s'il prend un carton, il ne pourra pas jouer le match retour. T'as des nouveaux joueurs comme Vardiol, tout ça, qui sont en défense. Akin ne sera pas là. Donc, il y a moyen d'aller poser problème à cette équipe de City là. Mais j'ai très hâte aussi de voir qu'est-ce que ça va donner, parce que oui, Real peut partir en contre-attaque, mais City aussi, je vous parlais de Doku, je vous parlais de Foden, je vous parlais de Grealish, je vous parlais de Bernardo Silva, tout ça, c'est tous des joueurs qui sont capables de te prendre à ton propre jeu, hein, de te prendre à ton propre jeu. Je me souviens l'année dernière, ils avaient un truc qu'ils faisaient tout le temps. C'était avec Ruben Diaz, qui tout le temps contrôlait le ballon dans sa défense, qui faisait venir l'équipe adverse, venir presser tout ça. Puis il y avait une passe qui se faisait au milieu de terrain. Au bout de 2-3 passes, ça arrivait à Haaland et c'était but. Donc ça va être un match, encore une fois, tactique. Il va falloir qu'Ancelotti décide ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut aller à 50% pour s'assurer d'avoir tous ces joueurs au match retour, ou il va se dire que voilà, je pense que ça sera la meilleure méthode, hein, la meilleure façon de faire. Je ne sais pas ce qui va se passer dans une semaine, mais là aujourd'hui on est chez nous, il faut qu'on gagne. Et surtout,
même si je vous dis que tous ces joueurs-là, s'ils prennent un carton, ils vont pas jouer. Mais oui, Real en a besoin, mais la caractéristique de cette équipe d'Ancelotti là, cette saison, c'est une équipe qui, malgré les absences, a toujours su gagner les matchs qu'il fallait. Alors tu pourras me dire que c'est en Liga, s'il n'y a pas Bellingham, tu sors Brahim Diaz, c'est pas pareil, etc. Mais quand même, ils ont un effectif, le Real. Il y a Modric sur le banc, il y aura Brahim Diaz, il y a Joselu. Et c'est un effectif aussi, les gars, ils ont confiance en eux, ils sont à l'aise de jouer ensemble. Tout le monde est impliqué. Il y a Lucas Vazquez, etc. Donc, je pense que va falloir vraiment aller décomplexer parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura peut-être pas de joueurs qui vont prendre des cartons. Vinicius, j'en doute un peu parce qu'on connaît son caractère et tout ça. Mais la priorité, selon moi, ce serait d'aller demain et de gagner Manchester City quoi qu'il arrive. Même si tu arrives à gagner un but de différence ou 2 buts de différence, ce ne sera pas pareil quand tu vas aller à l'Etihad. Donc là, tu pourras avoir une autre philosophie de jouer, à être beaucoup plus défensif, à attendre Manchester City. Ils seront obligés de t'attaquer à ce moment-là. Mais ça, il faut faire le travail chez toi dès demain. Donc, très hâte de regarder ce match-là. T'as une équipe de City que voilà, c'est tout comme Barça Paris. C'est vraiment pas un match où on peut pronostiquer. J'allais dire que le Real a l'avantage pour demain vu qu'ils sont chez eux, mais est-ce que c'est vraiment important pour City? Ils sont capables de battre n'importe où. Donc, mais quoi qu'il arrive, le Real est dans l'obligation de gagner ce match-là. Donc, c'est tout pour la vidéo, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Une vidéo très longue. Et dans ce contexte-là, j'avais pas le choix. Si je voulais vous parler de Bayern Munich, Arsenal aussi, qui va être un match extrêmement important selon moi. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Je vous ferai une vidéo pendant la semaine aussi parce que même si je vais prioriser Real, City, Paris, Barça, je vais quand même après aller regarder Bayern, Arsenal et Dortmund, Atlético de Madrid pour vous en parler parce que c'est tous des matchs qui vont être extrêmement importants cette soirée de Ligue des Champions, les amis. Pendant une semaine, ça va péter. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, quels sont vos avis, vos pronostics, donnez-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous voyez le Real gagner, City, Barça ou le Paris Saint-Germain? Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!